Ben, je pense que ce serait intéressant que vous peut-être que vous parliez un petit peu de votre parcours avant, pendant et après Louis Lumière, parce que je crois que c'est assez fondamental, parce que c'est à Louis Lumière, l'École nationale supérieure Louis Lumière, que vous êtes rencontrés. Je pense que c'est intéressant peut-être que... Et en plus, cette rencontre et les activités que vous avez menées en amont et pendant et très vite après ont mené à ce travail qu'on peut voir et entendre ici. Qui veut commencer? Je commence. Alors moi avant Louis Lumière, on a aussi rencontré Christian qui était enseignant là-bas. J'ai étudié le cinéma et je pense que c'est quelque chose que j'ai... Enfin, la narration cinéma, je pense que c'est quelque chose qui est resté dans mon travail depuis et qui a aussi influencé la forme qu'a pris notre travail. Mais enfin voilà, en dehors des études du cinéma, je me suis toujours intéressée aux autres formes, que ce soit de théâtre ou enfin, tous les arts autour de la photo. Et bien qu'on ait fait des études de photo, je pense qu'on est tous les deux intéressés par, même peut-être plus intéressés par plein d'autres choses que de la photo en fait. Voilà. Bon, donc moi, mon parcours universitaire est assez simple. Est-ce c'est un peu plus compliqué? Non, pas tellement plus compliqué, mais moi j'ai étudié l'histoire, donc avant de faire de la photo, de l'histoire assez classique en fait, et même conservatrice à Paris 4, oui, qui est donc une université soi-disant prestigieuse où tous les étrangers veulent aller quand ils arrivent à Paris parce qu'ils ne savent pas mieux où il faudrait aller en fait pour vraiment apprendre des choses intéressantes. Bref, donc on apprend l'histoire d'une perspective très traditionnelle et voilà, donc j'ai très vite compris que c'est pas comme ça que j'avais envie de passer ma vie et puis comme depuis en fait un assez jeune âge je m'intéressais à la photographie, je me suis présentée à ce concours pour entrer à Louis Lumière et comme j'ai eu la chance d'être acceptée, j'ai continué à me dédier à la photographie. Mais j'ai toujours un peu combiné finalement l'histoire avec la photo et en fait une des choses qui m'avait particulièrement intéressée en étudiant l'histoire, c'est l'histoire du Moyen-Orient avec oui, un focus sur l'histoire assez contemporaine, disons, l'histoire du XXe siècle. Et c'est comme ça aussi que pendant et même avant d'arriver à Louis Lumière, j'ai engagé un travail avec un ami, Simon Laurier, qui en fait est un travail avec les habitants d'un camp de réfugiés au sud Liban. Et c'est sur ce travail que j'ai fait mon mémoire de fin d'études en fait. Et c'est même toujours ce travail qui est au centre d'un doctorat que je fais aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts en fait à Vienne. Et voilà, mais Louis Lumière, oui, était important, je pense, pour plein de raisons, parce que on a rencontré des gens intéressants et sympathiques avec qui, Rosane notamment, avec qui je suis restée toujours en contact. Et c'est donc à travers un dialogue qui a vraiment duré sur plusieurs années, en fait, bien 5-6 ans, en fait, que finalement a émergé ce projet. Je crois que Rosane, il faut que tu insistes un petit peu sur comment, déjà même avant de rentrer à Louis Lumière, si je ne me trompe pas, tu étais déjà très orienté sur le pouvoir évocateur de l'image et la narrativité à l'intérieur de l'image. Qu'est-ce que tu peux... En fait, quand j'ai commencé les études de cinéma, c'était une prépa à Nantes qui s'appelle Cinésup. Et là, je me destinais plutôt à l'écriture, à l'écriture de scénario. J'étais en section scénario. Et j'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup pris de notes, et lu de la poésie et composé comme ça des petits textes dans mon coin dont je faisais rien, ou des pages de blog qui étaient un peu un laboratoire quotidien comme ça. Et ensuite, à Louis Lumière, quand j'ai fait de la photo, ce qui a continué à m'intéresser, c'était la narration. Et à un moment, mon mémoire portait sur comment raconter une histoire en photographie. Comment à travers la photo, l'image fixe, et non pas le film, on peut quand même raconter des histoires. Et oui, comment on peut trouver des formes de narration. Et ce qu'on a fait avec Yasmine, c'est aussi une espèce de mise en pratique ou une continuation de cette recherche-là, en fait. C'est ça. Et Yasmine, tu pourrais peut-être parler un petit peu plus de tes expériences. Tu as eu 2 expériences. Une
en amont et pendant Louis Lumière, enfin un petit peu avant, quoi. Et puis la deuxième, je crois que le projet sur lequel tu as travaillé a évolué un petit peu. Est-ce que tu peux, parce que ça c'est assez important. On arrive petit à petit à l'expo ici. Mais en fait, je viens de le raconter à Alain, donc j'ai l'impression que je l'ai déjà raconté, mais effectivement, pas tout le monde écouté. Oui, donc au départ, cette recherche dans le camp, en fait, part d'une préoccupation d'essayer de comprendre comment on peut travailler avec d'autres gens, donc en photographie. Et donc ce mémoire, et même cette toute première expérience, en fait, était une expérience de ce qu'on appelle, ou ce qui est souvent appelé photographie participative, donc où un photographe distribue des appareils jetables ou pas jetables, enfin une forme pour faire des photos à une communauté ou à une sélection de personnes pour qu'elles prennent des photos et que souvent ensuite le photographe lui-même fait une sélection et montre des images et d'une certaine manière montre soi-disant une perspective de l'intérieur en fait que lui en tant que personne extérieure ne pourrait peut-être pas présenter ou même tout simplement pas prendre ce genre de photos. Bref, et cette première expérience en fait a été assez traumatisante pour nous parce qu'on s'est très vite rendu compte des limites d'une telle démarche. Et donc le deuxième pas immédiatement était justement de remettre en question en fait ce premier effort qu'on avait fait, qui était donc de travailler dans 6 camps. En fait, il y a 12 camps de réfugiés au sud Liban. On avait travaillé dans 6 avec à chaque fois des groupes de 5 à 12 enfants à peu près. Et c'est-à-dire que on a eu des rencontres. Enfin, moi, il y a vraiment eu un après-midi qui m'a particulièrement marqué où un jeune me dit « Ah d'accord, maintenant on a fait des photos. Et ensuite, c'est ça, on ne va plus jamais vous revoir. » Et moi, j'étais un peu étonnée pourquoi il demandait ça. Et je lui ai donc posé la question et il m'expliquait « Tu sais, ici, il y en a plein des photographes qui viennent, ils nous donnent des appareils photos, ils disparaissent en fait. On ne voit même pas nos propres photos. » Donc, c'était pas ce qu'on faisait nous. Au moins, je dirais, on a développé leurs photos, on était revenus, on avait passé pas mal de temps à discuter avec chaque enfant de ses images, etc. Mais effectivement, après, on partait et puis on ne revenait pas forcément. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui nous avait frappé. Et de là est donc venu cet intérêt de comprendre en détail les relations de pouvoir en fait, qui sont en jeu dans ce genre de projet. Et donc, c'est là où j'ai continué en faisant mon mémoire à Louis Lumière et que j'ai vraiment démonté un peu toutes sortes de projets existants pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qu'il faut repenser pour essayer de travailler donc éventuellement avec des jeunes dans un camp de réfugiés, mais d'une manière qui soit intéressante pour eux et où un vrai échange et dialogue puissent avoir place en fait. Et c'est après le Mémoire à Lumière que j'ai décidé de m'installer donc dans un des camps, à Boj Shemali, qui est au sud, et où j'ai vécu pendant 5 ans. Et donc j'ai travaillé avec des jeunes avec qui j'avais déjà travaillé depuis 2001. Donc voilà. Et on a vraiment essayé de pousser au plus loin possible cette collaboration, ce dialogue qui tournait toujours autour de l'image et où c'était pas une question de faire des images pour les exposer, mais c'était vraiment une question d'utiliser l'image comme moyen et médium autour duquel on s'échangeait. Et donc c'est dans ce contexte qu'il y a un moment aussi, on a élargi notre travail à une recherche photographique dans le camp, et on a commencé à s'intéresser aux images existantes en fait, pas forcément donc en nous disant qu'on n'avait pas besoin de créer forcément des nouvelles images, mais que c'était intéressant de regarder les images qui étaient déjà là dans les familles ou dans les studios. Et voilà, et en fait, c'est dans ce processus de recherche que j'ai aussi commencé à donc forcément regarder les images de famille de ma propre famille, en fait, dont une partie vit au Liban. Et c'est là où j'ai trouvé les premières images, en fait, qu'on a utilisées pour composer notre portfolio avec lequel on a finalement gagné le prix de Vevey qui nous a permis de produire en fait ce travail qu'on montre ici. Oui. Quel type d'attention, enfin, qu'est-ce que vous avez présenté? Vous avez donc présenté un portfolio, donc des images, donc d'un collectage déjà dans ta famille. Donc. Tu es allé aussi au camp de réfugiés
palestiniens. Ouais. Tu es allé plusieurs fois. Je suis allée une fois. Ça, c'est important aussi, parce que ça, Bah, c'est une liaison entre elles qui dure depuis donc le Lumière, mais qui finalement est continue, quoi. A été c'est un travail nourri, qui s'articule autour d'une relation d'amitié aussi, enfin, d'un rapport humain, tout simplement. Donc, alors, est-ce que le projet qu'on a ici, qu'on a réalisé ici, dans l'exposition, comment est-ce que vous l'avez présenté à Vevey pour le Grand Prix? Comment est-ce que vous l'avez présenté? Bon, il y a des photos. Oui, alors il fallait envoyer, je pense, une dizaine, une quinzaine d'images, je ne me rappelle plus le chiffre exactement. Et ce qui nous étonnait dans cette bourse, c'est qu'il fallait écrire un projet de une page, donc ce qui est assez rare dans des bourses conséquentes comme celle-là. Une seule page où un jury se fait son idée sur le projet. Et nous, c'est quelque chose qu'on a écrit assez vite en fait, parce que le sujet des tentes de Yasmine, ces tentes, c'est quelque chose dont elle nous parlait souvent. Et depuis des années, on se disait toujours faut absolument faire quelque chose sur tes tentes, elles sont vraiment incroyables, ces 4 femmes. Et du coup, le jour où on a vu l'intitulé de cette bourse, etc., et on s'est mis à rédiger quelque chose, et c'était une histoire de quelques jours en fait. Formuler notre envie. Et comment il était formulé? Dans quels termes, dans quelle idée derrière il y avait ça? Parce que ça aurait pu être, je sais pas moi, des photos de famille toutes simples, mais une histoire, des choses comme ça. L'idée qui a guidé l'écriture de ce texte d'une page, c'était de trouver un endroit où nos deux univers, nos deux expériences se rejoignent. Donc quelque chose avec l'image d'archives, le photomontage, parce que moi je fais beaucoup de photomontage, et le récit pas forcément documentaire, entre documentaire et fictionnel. Et oui, de réussir à trouver une narration à partir d'une archive familiale avec un ton qui nous appartient et une certaine part de poésie. Et voilà, bon, c'était ça l'idée directrice. Ouais, c'est donc c'est assez incroyable qu'on puisse donner, je veux dire, toutes ces cartes sur un projet comme celui-là qui sort, je sais pas, qui est un peu connexe à la photographie telle qu'on l'entend comme ça de prime abord, quoi. Ce qui intéresse aussi, je pense, les gens, c'est l'arrière-plan historique, quoi, évidemment. Enfin, à quel point l'histoire de ces tentes s'inscrivent sur l'histoire du XXe siècle, et comme ça nous raconte plein de choses que nous, on a décidé de laisser en arrière-plan, mais je pense que les personnes qui ont vu le projet au départ ont été aussi intéressées par ça, non? Tu penses pas, Yasmine? Si, enfin, bon, moi je pense que après, il faut dire qu'il y a toujours une grande part de chance, non? Enfin, après nous, l'année dernière, on était nous-mêmes dans le jury à Vevey, et c'est vrai que c'est assez étonnant. On lit en fait en 2 jours à peu près 750 projets en fait. Et effectivement, donc là je comprends que le texte ça doit être une page seulement parce que s'il fallait lire plus c'est juste impossible. Mais c'est vrai que du coup la page doit être assez concise et convaincante en fait. Et je pense que c'est là où on a eu de la chance, comme on avait déjà tellement discuté et qu'on se basait sur quelque chose qui en fait était déjà existant mais qu'on n'avait que besoin de formuler. Je pense que c'est là où disons, était la force de cette page qu'on a écrite, parce que ça a vraiment réussi de amener toutes ces différentes lignes ont convergé en fait à cette envie de faire quelque chose, donc de lier à la fois, de parler de l'histoire, mais de parler plutôt que de parler de l'histoire elle-même, de parler de l'histoire à travers l'histoire personnelle de 4 femmes qui, par elles-mêmes, sont déjà des caractères. Je veux dire, les noms, on n'a même pas dû les choisir. Elles s'appellent Graziella, Stella, Frida, Jocelyne. Enfin, on dirait que voilà, leur mère avait pensé déjà une pièce de théâtre en donnant leur nom. Et ensuite, voilà, cette envie de combiner images d'archives, narration, imagination, et voilà, enfin bon, on avait l'impression que c'était un exercice simple en fait. C'est peut-être aussi cette simplicité qui a fait que c'était parlant pour le jury, et heureusement, parce que je sais pas si on aurait pu réaliser en fait ce projet si on n'avait pas eu cette bourse de production qui est considérable et qui en plus en fait met un comment on dit, time frame,
Un cadre temporel en fait dans lequel on doit réaliser le travail. Et enfin, pour moi c'était une expérience assez intéressante parce qu'en général je fais des projets sur des années qui évoluent, qui changent, mais qui terminent jamais. Et donc là c'était vraiment voilà, Parce que quand on a cette bourse, il faut le présenter au festival qui est 1 an et demi après. On s'engage à avoir quelque chose de terminé pour le festival Images à Vevey en Suisse. Alors voilà, donc il y a eu le Grand Prix donc en 2011, c'est ça? 2012, pardon. 2011. Non, 2011, c'est ça, ouais. le Grand Prix. Donc là, vous avez carte blanche donc pour partir. Ça. Et bon, voilà, donc alors, là, à partir de ce moment-là, vous avez... Parce que les photos, vous les aviez avant, vous aviez une partie des photos avant, déjà? Non, en fait, la seule partie qu'on avait avant, c'est donc cette partie que j'avais déjà recherchée à Beyrouth, en fait, parce qu'il y avait une partie de la famille là-bas, donc une cousine de mes tantes. Mais réellement, en fait, c'est avec le début de ce projet qu'on a décidé qu'on allait donc... c'est en construisant le projet qu'on se disait qu'on devait voyager, rencontrer chacune de ces tantes, et donc nous confronter et les confronter à leurs images familiales en fait. Et on a fait, après avoir reçu ce prix, 4 voyages, donc un au Caire, un à New York, un à Paris et un à Beyrouth, pour passer du temps avec les tantes et leurs photographies en fait. Et je sais pas, tu veux peut-être continuer à raconter. Et vraiment, c'était à chaque fois entre 1 et 2 semaines où on passait nos journées autour d'albums photos, de boîtes avec des photographies, avec, je sais pas, les cadres qu'on a décrochés dans la maison ou qu'on regardait à l'intérieur de la maison, et on enregistrait en fait toutes nos conversations qui émergeaient en fait à partir de ces images. On enregistrait juste au son. Ouais. Le magnétophone, quoi. Et on a fait des repros, enfin, on partait pas avec leurs images, juste on les reproduisait. On remettait les images dans les boîtes, on remettait les cadres sur les meubles, et on repartait avec ça dans notre ordinateur. Quoi. Et ensuite, on a fait une transcription en fait, de tout le matériel sonore qu'on avait enregistré, c'est-à-dire toutes les conversations, tous les dialogues, tout ça, on a retranscrit. Et on a commencé forcément à regarder les images parce qu'on en avait rassemblé autour de, je sais pas moi, pas envie de dire de bêtises, 1000 ou 1000, un peu plus. Et ensuite, on avait la chance qu'on avait une résidence en fait sur l'île de Ouessant. De partir en exil comme Victor Hugo à Gaziantep. Un peu, ouais. Vous voyez aussi ou pas Ouessant? Ouessant, c'est l'île en Bretagne, là. C'est le bout du monde, c'est extraordinaire. La pointe avec plein de moutons noirs dessus. Et on était vraiment en plus sur la côte ouest de Ouessant. Est-ce qu'on était sur la côte ouest? Ouais, on était sur la côte ouest de Ouessant, dans un sémaphore en fait qui a été retapé comme une résidence d'artistes en fait, et donc où la salle de travail c'est la salle panoramique là, par laquelle les bonhommes qui travaillaient dans le sémaphore en fait observaient le trafic des bateaux au large, et donc c'est là-bas pendant 1 mois qu'on a composé en fait le texte et l'articulation avec les images pendant 1 mois de travail intense du matin au soir en fait. C'est là qu'on a écrit en fait à partir de ces retranscriptions qu'on a fait des enregistrements et des sélections qu'on avait fait des images qu'on avait trouvées. Je sais pas, t'as peut-être envie de... Parce qu'au départ, il n'était pas question de faire un livre. De ça, non. En fait, quand on a commencé à travailler, même je pense au fur et à mesure des voyages, on commençait à parler de la possibilité de faire un livre plutôt que... Enfin, que pour nous, le livre avait plus de sens qu'une mise en espace dans un premier temps. Enfin, pour nous, ça devait d'abord passer par le livre. Et en fait, on a un peu présenté cette problématique qu'on se posait aux gens de Vevey qui produisaient le projet et qui nous ont vraiment soutenus, qui ont trouvé que c'était vraiment justifié, que le livre serait approprié, et qui nous ont aidés donc à trouver un éditeur, et qui ont rencontré l'éditeur de photosynthèse. Et voilà, grâce à eux, ça a pu se faire dans des délais très courts,
un peu inhabituel, je pense, pour l'édition de ce genre de livre. Et effectivement, le livre est paru quelques mois après. Ça a mis moins d'un an, en fait. Le livre, c'est vraiment en gros, on s'est rencontrés avec l'éditeur début mars, et puis le livre est parti à l'impression fin juillet. Donc, c'est 4 mois pour concevoir tout, enfin, à partir du contenu, le contenant et même toutes les négociations qu'il y a autour, en fait. Donc, c'était assez intense. Oui, puis enfin, pour nous, c'était vraiment important, en fait, à un moment, c'est justement en voyageant, en parlant avec les tantes, qu'on trouve une manière où on puisse établir une circulation de sens entre les images et la parole, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que pour une première forme, en fait, le livre était certainement la forme la plus appropriée. Et donc c'est pour ça qu'on avait insisté là-dessus. Ensuite, on a fait une présentation à Vevey qui était une mise en espace, mais qui était beaucoup moins élaborée, en fait, que le livre qui pour nous était vraiment le résultat de ce travail. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, enfin en général, faut qu'on prenne du temps aussi pour que vous puissiez poser des questions aussi, parce que sinon, vous allez assister à une. Ah, il y en a déjà là. J'ai écouté les dialogues là surtout, et comme vous avez dit, vous avez fait des petites transformations dans vos images pour un peu mélanger la fabulation, la réalité. Est-ce que vous avez confronté en même temps à ces rêves et à ces affabulations? Parce qu'à un moment, il y en a une qui dit « Ah, mais ce mariage, il n'y était pas, il n'y était pas. » Est-ce que vous avez joué aussi avec les personnages sur cette transformation du réel? C'est vraiment une réalité, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que... Moi, je dirais que, bizarrement, les gens pensent toujours que toutes les affabulations, imaginations viennent seulement de notre part, en fait. Mais je pense que nous, si ça nous intéressait de travailler avec mes tantes, c'est que c'est elles les maîtres d'imagination et d'affabulation, en fait. Et que nous, on en a beaucoup appris de leur part, en fait. Celles qui vous ont guidé, je sais. Oui, c'est un vrai échange, en fait. Oui, carrément. Mais oui, elles, je pense qu'elles sont beaucoup plus professionnelles là-dedans que nous. Elles sont naturelles. Oui, parce que quand on réalise comme ça, j'imagine, enfin, vous n'étiez pas parti pour faire un objet de presse, un objet même de documentaire, vous étiez parti avec une idée en tête, une intention, celle que vous avez présentée tout à l'heure. Ça, c'est quand même très grande, c'est quand même drôlement osé, quoi, parce que c'est partir sans avoir d'idée de l'objet final, quoi. D'idée précise, quoi, disons. Ça m'intrigue beaucoup, ça. Et je crois que c'est un rapport à l'humain. Je pense que c'est directement comme ça. Je pense qu'il y a un grand respect chez ces femmes que vous avez établi, d'abord parce que c'est la famille, enfin, peut-être, mais aussi parce que... mais vous auriez pu aussi vous laisser envahir par ces femmes. Moi, juste avant que toi, tu aies peut-être envie de dire quelque chose sur l'intention, etc., moi, ce que j'ai remarqué après coup, en fait, c'est que, par exemple, ma recherche dans le camp, où j'étais donc en dialogue constant avec des familles du camp qui m'ont montré leurs images, etc., pour moi, c'est toujours extrêmement lourd, en fait, comme travail, parce que il y a des gens qui me confient des images, ou même juste des copies de leurs images. Et donc, c'est une responsabilité énorme, parce que ce n'est pas mes images et qu'elles me sont confiées dans un contexte très particulier, avec... elles me sont confiées, et non pas pour être publiées, mais plus comme objet de réflexion, etc. Et donc, je fais toujours très attention, disons que toute ma pensée, en fait, tourne autour de la question comment travailler avec ce genre d'images qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent à des individus, mais aussi à une communauté, en fait, qui vit dans une situation très particulière. Et donc, pour moi, de travailler avec ma propre famille, c'était une sorte de libération, parce que voilà, là, je me disais, bon, effectivement, c'est la famille, et puis bon, il y a des codes et des questions de respect qui sont toujours là, mais il y a quand même une certaine liberté
de pouvoir faire des choses et de les confronter à des choses où moi je me sentais beaucoup plus libre en fait dans le contexte de l'autre travail. Mais il y a quand même des moments où tu te demandes qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Forcément, parce que oui, il y a une question de respect qui me semble évidente. Mais ouais, on n'a pas répondu à la question de Christophe. Mais oui, oui, pardon. c'est quand même. Je voulais vous demander justement, du côté du cinéma, on trouve très souvent comme ça un enfant qui prend en charge l'histoire des parents ou des grands-parents et qui va jouer sur les images d'archives en articulant un récit et un film très intimiste. Alors là, vous étiez deux, l'une qui fait partie de la famille, l'autre qui ne fait pas partie de la famille. Qu'est-ce que ça enrichit? Voilà, c'est ça, c'est la question que je voulais poser. C'est Excusez-moi, exactement, non, mais c'est très parfait. C'est très bien, non, c'est exactement ça. Excusez-moi, mais je fais partie de la famille. Oui, mais ouais. Bah, en fait, c'est les familles. D'ailleurs, elle dit nos tantes. À nos tantes, je ne sais pas si vous avez vu au début du livre, c'est à nos tantes. C'est dédié à nos tantes, ouais. Mais je pense, en fait, ce qui est intéressant, et ça répond peut-être un peu aussi à la question que Christian a posée avant, effectivement, on n'est pas allé là-bas avec une idée en tête de ce qu'on allait faire, mais on avait profondément, enfin, disons qu'on est fasciné depuis des années de ces femmes qui ont vraiment des caractères, mais pas possible, une manière de parler pas possible, des perspectives sur le monde et sur la vie qui sont troublantes à plein de moments. Et donc, on avait profondément confiance qu'une vraie rencontre avec eux, ça allait produire quelque chose, qu'il n'y avait pas besoin de définir qu'est-ce que ça allait être, mais au contraire, qu'il fallait se lancer et surtout oser se pencher par la fenêtre pour cette rencontre et justement pas avoir peur de se faire envahir parce que ça pouvait que être intéressant pour nous, en fait, de faire ça. Et après, je sais pas, moi, ma famille, ça a toujours été comme ça. C'est peut-être une définition de famille très occidentale, de dire, voilà, la famille, c'est toi et toi, parce qu'on est frères et sœurs de sang, mais je sais pas, pour nous, la famille, ça a toujours été les personnes qu'on aime. Et donc, je pense que c'est aussi un peu ça qui s'est passé avec Rosen, comme mes tantes et tout le monde dans la famille sent qu'il y a une relation humaine qui est là, qu'on pourrait être sœur par exemple, elle est devenue partie de la famille. Enfin, je sais que aujourd'hui, mes tantes, elles ne peuvent pas me parler sans me parler de Rosen. Si Rosen va bien, son fils va bien, son mari va bien, etc. Enfin, c'est comme s'ils me demandent de mes autres frères. Donc voilà. Et je pense que oui, c'est aussi une partie du projet qui remet un peu en question l'idée de la famille au premier sens du terme, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a une différence vous parlez d'image, votre rapport à l'image qu'on vous confie, etc. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a été en contact avec les images, les photos, après également. Et après, la question que je me pose, je n'ai pas encore vu, parce qu'il y avait trop de bruit, vous avez ça tranquillement. Vous avez apparemment retravaillé les images, vous avez fait quelque chose sur les images. Avez-vous fait quelque chose avec les phrases, les sons? Quelle est la différence de relation entre vous et les images, vous et les paroles? Au niveau de ce qui vient, je suppose qu'on entend les voix. Donc, est-ce que vous avez les voix comme les images? On a fait avec le son exactement le même genre de travail qu'avec les images. C'est des histoires de montage, tout ça. Donc, tout montage implique un récit. Et de la composition partout, en fait. Mais par exemple, moi, ce que je n'en saurais pas plus. Si, j'ai compris. Tout est travaillé. Mais vous savez, et même ce qui n'est pas travaillé, comme c'est entre d'autres choses qui sont travaillées, donc ça change aussi. Mais même excusez-moi, un documentaire qui, en principe, est là pour retracer, je sais quoi, mais c'est très travaillé. Oui. Mais même l'interview au 13h, c'est travaillé, c'est à vous. Il n'y a pas de réel, en fait, le réel n'existe pas. Non.
C'est une Tout simplement. c'est de la production. On dit la reproduction, mais c'est des véritables productions, tout ça. Ici. Et là, c'était intéressant parce que, bon, j'avais envie de parler de, bon, on y reviendra peut-être par la suite de l'exil, mais c'est, je crois que comment dire, ce qui est proposé aux spectateurs, c'est quelque chose, mais ça peut-être on en parlera cet après-midi, je ne sais pas. Mais vous laissez une très grande part au spectateur, au regardant et à l'écoutant. Vous laissez une très grande part. Si l'écoutant ou le regardant ne prend pas cette part-là, il est foutu. Ouais. Ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est pas si facile d'accès comme travail, parce qu'il faut prendre le temps. Et même au début, le livre, quand on l'a fait lire, certaines personnes n'ont pas du tout apprécié la première lecture. Il y a des personnes qui l'ont lu une deuxième fois et qui ont saisi en fait plein d'échos d'une scène à l'autre, le sens de certaines phrases. Je ne sais pas si vous avez... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Je ne sais pas si vous avez parcouru le livre ou lu le livre. Donc, il y a ce nombre de pages en préambule, une photo d'une... Voilà, ça, c'était les parents qui écrit le futur père qui écrit à ses fiancés, etc. Bon, et puis, alors, on arrive ici, une page, les personnages. Tiens, les personnages, voilà. Donc, il y a tous les personnages dont il est question dedans. Puis on voit donc il y a les 4 sœurs, les 2 frères, la maman, le papa, une tante, et puis Dieu et Margaret Thatcher. Alors ça, on s'est dit, ça y est, on est dans une fiction, on est dans quelque chose. Mais non, il est question de photos de famille. On est déjà un peu dérouté, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, la chose. Et puis, on voit les 4 sœurs, et puis, ça commence scène 1. Ah oui, c'est découpé en scènes, comme dans un scénario de théâtre ou de cinéma, de film. Et on lit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Intérieur jour, bon, très bien, ça, véranda, Seine-et-Marne, France, une dame joue au solitaire, etc., etc. Donc on rentre dans un film. Mais aujourd'hui, mais ça s'écrit jamais, ça. On ne marque pas, on met une date, on met printemps, je ne sais pas quoi, ici. Scène 1. Scène 2, avant-hier. Avant-hier. Et puis scène 3, 1958, Italie. Ah, ça, voilà, ça, on y retourne ça. Bon, vous brouillez déjà, enfin vous introduisez déjà une espèce de brouillage, c'est ça, de brouillage pour inciter le lecteur. Moi, j'ai commencé par le livre, l'expo, je l'ai lu hier. Vous commencez à brouiller pour que le lecteur ou le spectateur rentre dans une posture qui est très particulière, très singulière. Mais peut-être qu'on en parlera plus cet après-midi, puisque c'est la mise en espace, quoique. Mais quand même, c'est fondamental, je trouve ça. C'est-à-dire que on ne peut pas lire ce livre-là comme on lit un scénario. Et en plus de ça, on est aujourd'hui, hier, avant-hier, et même le futur, en 2022, on se retrouve en 2022. Donc si vous voulez, on perd ses points de repère, temporels, spatiaux, et puis voilà, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on investisse quelque chose, quoi. Il y a une espèce de grande liberté, et en même temps, ces femmes sont très fortes, quoi. Donc voilà, moi c'est un livre que j'ai relu 3 fois, que j'ai lu 3 fois. Et c'est là où les événements historiques sont vraiment en arrière-plan, parce que quelqu'un qui voudrait essayer de se documenter ou de comprendre un peu l'organisation, il peut pas. J'ai essayé, ouais. J'ai essayé, et j'y suis arrivé sur quelque chose, mais bon, on connaît la date de naissance d'une fille, donc à quel moment, j'y suis allé voir l'histoire, ce qui se passait à ce moment-là. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que on sent le vécu de ces femmes, jeunes, enfants, les parents aussi, ça j'ai envie d'en parler, le vécu de tout ça, sur un fond historique qui est très lourd, très fort. Moi je voulais savoir, est-ce que c'est évidemment présent dans l'esprit des sœurs, des tantes, quoi. C'est très présent toujours. Elles en ont beaucoup parlé, ou bien est-ce que c'est commun à tout exilé de
faire un espèce de blackout du passé. Ben, c'est pas vraiment un blackout et c'est pas vraiment un truc important. Je pense que c'est aucun des deux. Et c'est ça qu'on a. C'est pas vraiment important. Important C'est pour pas elle. quelque chose dont elle parle beaucoup, l'histoire. Enfin, l'histoire. Et enfin, c'est pour ça, je pense que c'est resté en arrière-plan du livre. C'est aussi pour instituer comment elles le vivent et quel rapport elles ont à l'histoire. Mais je sais pas trop quoi répondre à ça. Oui, moi je pense que comme chaque personne en fait qui vit l'histoire ne la raconte pas comme une, ouais, voilà, ne l'analyse pas comme une histoire, mais effectivement forcément il y a des moments quand ils se rappellent des choses, il y a des moments historiques qui reviennent et comme tout le monde, il y a des moments où elles veulent peut-être se servir de moments historiques pour donner de l'importance à ce qu'elles sont en train de dire, mais forcément comme elles sont ni historiennes, bien que je ne suis pas en train de légitimer les historiens qui font toujours ça bien et correctement, mais je pense qu'en plus, elles font des références qui sont déjà au départ assez intéressantes, parce que je veux dire, c'est vrai que en fait, on peut faire de la recherche historique en regardant ce livre, en essayant de comprendre quelles sont les données historiques qui sont en fond de l'histoire, et nous on a fait aussi de la recherche historique, en fait, une fois, après tous nos entretiens qu'on a fait avec elles, il y avait des choses qu'elles nous ont racontées qu'on comprenait pas non plus, donc on avait la même attitude, en fait. On a eu besoin de comprendre et de rechercher pas mal de choses, parce que même avec voilà, toutes les études d'histoire que j'ai fait, enfin voilà, on a bien compris qu'il y a des manières de référer à l'histoire, en fait, qui sont assez libres en fait de leur côté. Bah, elle réinventait l'histoire. Hein. Elle refond l'histoire. Effectivement, ouais. Et donc la même histoire. Retravailler. Déjà au départ par elle, donc nous on en a rajouté de notre côté. Enfin bon, peut-être pour répondre un peu à la question que Christian posait par rapport à chaque personne exilée, est-ce qu'elle fait ça? C'est évident que la question d'exil, en fait, elle marque quand même une certaine posture dans la vie, je crois. Moi, j'ai l'impression que chez les personnes exilées que je connais, qu'on retrouve ce fond souvent. Bien sûr, pas toujours, mais souvent. Et je pense que plus que question d'exil, moi, ça m'a toujours marqué cette question du passage des frontières, qui donc ici est vraiment une question géographique aussi, non? Parce que vraiment, il y a des mouvements à travers les frontières qui se construisent en plus pendant que ces événements se passent, en fait. Et c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours présent, qu'ils ont une capacité de dépasser des frontières qui sont des frontières mentales, des frontières sociales, des frontières... voilà, et c'est ça, en fait, que je trouvais intéressant dans les conversations avec elle, en fait, qu'il y a cette capacité et cette position, en fait, qui n'est de ne pas avoir peur d'aller au-delà des frontières. Il y a eu 3 exils, quand même, hein. Dans la famille. Il y a eu le premier enfin, on peut dire Haïfa, Jérusalem, bon, ça c'est... Ça, ensuite, il y a eu la Syrie, c'est ça? Ouais. Et puis ensuite, il y a eu le Liban. Et ensuite, il y a eu... ensuite, il y a eu la diaspora, ouais. La diaspora. Ah, je me suis posé... Oui, pardon, non. Mais par exemple, par rapport à la question que tu posais avant, pour aucune d'elles, je pense que c'est clair la raison pour laquelle elles ont quitté la Palestine. Je pense qu'on a posé la question à chacune d'entre elles et chacune avait une réponse un peu différente. Et, c'est ce qu'on entend dans la bande-son, c'est là qui dit « Ah, peut-être que papa avait plus de travail, ou c'était la guerre, c'est jamais facile de rester quand il y a une guerre. » Et c'est un peu mélangé, enfin, on ne sait plus de quelle guerre il s'agit. Et... Ouais, c'est un peu flou en fait. C'est très flou, ouais. Moi, ce qui me... Enfin bon, on ne le saura jamais, mais ce qui est comment je veux dire... assez fort, parce que je me suis posé comme question, c'est la raison des parents, parce que c'est les parents qui prenaient la décision de partir. Et partir, c'était pas évident, puisque par exemple en Syrie, on savait bien que les Américains derrière, ils étaient là à donner pas mal d'argent, mais en contrepartie, il fallait à un moment donné que tous ces réfugiés palestiniens deviennent à 100% syriens, de manière à ce qu'on efface totalement. C'est quand même dur, c'est quand même très lourd. Donc les parents aussi
vécu tout ça. Mais je pense qu'il y a dû y avoir une certaine vision de leurs enfants, une certaine responsabilité vis-à-vis des enfants pour pouvoir prendre ces décisions-là. Parce que s'ils étaient tout seuls, ils n'auraient peut-être pas forcément fait ça. Je ne sais pas. Ça, on ne saura jamais. Est-ce que, donc, quand vous êtes allé vers les personnes, vous aviez un certain comportement, mais il y a des questions, il y a une forme de question. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'elles-mêmes vous ont fait, est-ce qu'elles ont exprimé un questionnement, des choses des questions qu'elles se posent et auxquelles elles n'ont pas de réponse? Dans la rencontre, tout ce que ça a tracé, est-ce qu'elles-mêmes, est-ce qu'il est survenu des questions qu'elles se sont posées, dont elles se sont parlé, qui sont en travail? Oui. Oui. Et est-ce que ces choses-là sont dans... Oui, apparaissent, ouais, à des moments. Elles apparaissent. Oui, il y a beaucoup de questions, je pense que c'est beaucoup des questions spirituelles, c'est beaucoup des questions un peu métaphysiques, en fait, finalement, qui apparaissent. Mais est-ce que ça a un rapport avec... parce que j'ai parlé des personnages, vous avez utilisé donc la famille, etc. Dieu et Margaret Thatcher. Alors on ne va pas dire, oui, Margaret Thatcher était là véritablement, ça vous laisse, qu'on a bien envie de savoir. Mais Dieu, pourquoi Dieu? Parce que en fait, Dieu, il apparaît comme étant le directeur financier de la société de... c'est ça. Ça, c'est un personnage totalement inventé, bien évidemment, parce que dans la bande-son, vous avez peut-être écouté la bande sonore, Dieu, c'est un trucage, c'est une voix truquée, je me trompe? Bien sûr, tu te trompes, c'est la même voix de Dieu. Voilà, mais est-ce qu'il y a une raison? Scénaristiquement, c'est intéressant. Justement, pourquoi avoir choisi Dieu? Dieu, directeur financier, c'est ton interprétation. Pour nous, c'était pas aussi précis que ça, je pense. C'est marqué quelque part. Ah oui, merci, je me rappelle. Mais c'est quelqu'un qui conseille gratte-ciel. Ouais, c'est son conseiller, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec... parce qu'elles sont croyantes, ces femmes. Oui, en fait, Dieu il était présent beaucoup dans nos conversations, donc ça nous a semblé normal qu'il soit là. Il est là, il était vraiment là avec nous. Ouais. Quand on regardait les photos et qu'on parlait tous les trois, on était tous les quatre. Oui, Dieu était là, c'est sûr, donc c'est pour ça qu'il était dans les personnages, parce qu'il participait aux conversations, il intervenait à des moments, et voilà, donc c'était évident qu'il devait être là dans le livre aussi. Et oui, moi je trouve que c'est, à part le côté qui fait sourire, c'est vraiment intéressant, justement, la question que vous soulevez, mais c'est aussi... on est de nouveau dans une attitude et dans une ouverture, je pense, et un dépassement d'une frontière, souvent, non, Dieu, on n'en parle pas trop, c'est ça que, mais je trouve ça extrêmement intéressant et fort, en fait, le rapport spirituel, en fait, qu'ont ces femmes, d'accord, elles sont pratiquantes, mais bon, c'est pas du pratiquant comme je sais pas, connaît peut-être en France traditionnellement, c'est vraiment une pratique, religieuse, moi je dirais plutôt spirituelle, qui me semble assez libre, et je trouve ça beau en fait de voir ce genre de choses et de voir la liberté que quelqu'un prend de vivre justement sa spiritualité à sa manière en fait. Et Margaret Thatcher? Pourquoi le choix? Pourquoi ce choix-là? En fait, c'est vraiment le... Elle n'apparaît pas ici, excusez-moi, dans la bande-son ou dans les photos, elle n'apparaît pas. Non, mais c'est le modèle féminin qu'elle invoque toujours, gratte-ciel. Ah oui. Elle dit, vous voyez, Margaret Thatcher, le dimanche, c'est elle qui est dans sa cuisine, elle fait sa vaisselle, moi aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est une femme avec une poigne, une femme forte, c'est son modèle, quoi. Comme elle revenait aussi de temps en temps, donc on l'a adoptée.
Oui, d'accord, j'avais pas saisi cette... Effectivement. Mais je pensais que c'était quelque... parce que sachant qu'il y a beaucoup de montage et beaucoup de mythes, parce que vous utilisez ce terme-là, peut-être qu'on pourrait y revenir, il y a beaucoup de mythes, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qu'elles ont fait dire à Graziella sur Margaret Thatcher. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que quand on venait de publier le livre, juste après, j'étais en Palestine et je parlais avec un ami à qui j'ai donné le livre, qui ouvre le livre, qui me dit « Mais Margaret Thatcher, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Je dis « j'ai même pas le temps de répondre. » Il me dit « Tu sais pourquoi je te pose la question ?» Je lui dis « Non. » Il me dit « Parce qu'il y a je sais pas combien d'années, j'étais à Londres et je suis devant l'ascenseur. La porte s'ouvre et Margaret Thatcher et son chauffeur, je sais pas quoi, sortent de l'ascenseur. » Et pour moi, c'était vraiment étonnant comme sensation parce que dans le livre, Margaret Thatcher, elle est dans une scène qui se joue autour de l'ascenseur, en fait. Donc, tout d'un coup, j'ai compris que finalement, Margaret Thatcher, en fait, était plus proche de moi que je le pensais. J'ai envie, peut-être qu'on parle un petit peu du travail de montage photo, de travail de surimposition, de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez aborder un petit peu ce travail-là? Il y a différentes choses de photomontage dans le travail. Ce qui est plus visible, enfin là où on voit vraiment, là il y a du montage, ça se voit, c'est toute la série de photos, c'est les photos où apparaît Jocelyne, qui est la sœur aînée. Elle, on voulait lui donner un statut un peu particulier parmi les images du livre, parce que c'est celle qui est décédée en fait, quand on a fait le tour dans les différents pays pour aller rendre visite. Elle, on est allé au Caire, mais on a simplement rencontré son entourage proche, et elle était déjà décédée à ce moment-là. Et du coup, elle n'avait pas la même place que les autres dans l'histoire. Donc, dans les images, on a traduit ça par un corps qui s'efface. Et voilà, ce qui est un peu... Quand on fait du photomontage, c'est simple d'ajouter une personne dans un décor. En revanche, de l'effacer, c'est un peu plus galère. C'est-à-dire qu'il faut recréer l'arrière-plan. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que surtout, c'est comme on disait, on composait en essayant de créer une circulation de sens entre les paroles et les images. Et en fait, on se rendait bien compte que en fait, l'absence de paroles de Jocelyne créait un vide, mais un vide finalement qui n'était pas tangible. Et donc, on s'est posé la question comment on pouvait la rendre présente, et on a compris que c'est en la faisant disparaître qu'elle pouvait avoir une présence, en fait. Et c'est de là est venue cette idée de vraiment... et puis il y avait aussi une autre question, en fait, qui nous a amené à ça, c'est qu'on se posait avant déjà la question sur les paysages mentaux, en fait, dans le sens où... on réfléchissait à l'utilisation de la photo de famille, non? Donc comme quelque chose qui est quand même souvent utilisé comme un aide-mémoire, disons, d'une certaine manière, non? Des personnes qui disparaissent, mais même des moments de la vie qui disparaissent, etc. Donc c'est en regardant une image qu'ils réapparaissent, bien sûr pas de la même manière qu'on les a vécus à un moment, ou qu'on les a peut-être partagés quand cette photo a été créée, si on était présent, etc. Mais que de toute manière, il y a une transformation, non, qui se passe dans la tête. Et en fait, on s'est beaucoup intéressé à ce phénomène, en fait, que d'une certaine manière, que si on n'a pas d'image, on se rappelle de personnes, pas tellement de leur aspect physique, en fait, mais plus de leur paysage mental, non, de la force ou les idées qu'ils avaient, la manière enfin voilà, l'humour, etc. Et voilà, et c'est de là qu'est venue vraiment cette idée de faire disparaître le corps, en fait. Ce qui voulait dire qu'il reste quand même quelque chose. Vous avez peut-être des questions à poser, peut-être sur le travail. Oui. Moi, j'aimerais savoir justement comment elle a perçu cette démarche, ce travail que vous avez fait sur elle, quoi. Et peut-être est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a une exposition sur elle, de choses, quoi. Oui, ils sont très au courant. En fait, une des parties intégrantes du travail de sa première, enfin, quand on a publié le livre et qu'on a fait cette installation à Vevey, c'est qu'elles sont toutes venues en fait à l'exposition.
Et on a fait un grand déjeuner en fait à l'intérieur de l'installation qui était un peu comme une petite performance improvisée en fait au moment du vernissage de l'exposition, que voilà, il y avait un repas de famille en fait à l'intérieur de l'exposition, et donc il y avait et on avait juste 2 détentes finalement, il y en avait 3 qui devaient venir, une qui a fait sa participation autrement comme toujours et 2 qui étaient là et qui ont voilà bougé dans l'espace, qui ont expliqué aux gens les images et qui avaient vraiment leur part à apporter en fait. Donc c'était encore plus troublant pour ceux qui avaient déjà lu ou écouté, etc., qui tout d'un coup avaient une autre couche encore par-dessus l'histoire écrite. Et elles étaient fières. Oui, ils étaient très fiers et elles se réappropriaient aussi, encore une fois, à leur manière, le travail et ce que nous, on avait fait. Après, quand il y avait les commentaires après la lecture du livre, elle était mitigée quand même. Ouais, Vous pouvez quand même faire mieux. Ouais. La prochaine fois, vous ferez mieux. Voilà, elle était critique et oui, enfin, bon, on a eu des discussions assez marrantes en fait après sur ce qu'on a fait. Après, c'est pas évident de savoir je sais pas comment eux ils ont vraiment lu le livre en fait. Enfin, on a eu ces discussions plus précises avec Graziella qui justement disait il y a des fautes, il y a des choses qui ne vont pas, mais où on a aussi après eu des discussions encore différentes. Ce qui était assez étonnant en fait, je l'ai vu il y a même pas une semaine. Et on reparlait justement du livre et elle revenait encore une fois sur le fait, parce qu'on a fait une exposition au mois de novembre à Beyrouth où elle est venue aussi, et puis elle nous disait ah là là, moi vraiment je comprends pas vraiment quand même, les gens ils viennent, ils regardent, c'est pas tellement intéressant. Et donc on en reparlait, elle me disait quand même dans le livre il y a genre 2-3 endroits, elle me dit ça il faudrait corriger, hein, quand vous reimprimez il faudrait corriger. Et je lui ai quand même un peu expliqué pourquoi on avait fait ce choix et que l'intention, c'était justement pas de trancher comme ça entre le vrai et le faux, mais de laisser une liberté à chacun de choisir son vrai et son faux, et que notre intention, justement, c'était de moins enfermer les gens ou nos personnages dans une réalité que nous, on imagine ou qu'on définit, mais de laisser la liberté. Et elle était très touchante parce qu'elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit tu sais quoi, en me disant ça maintenant, tu m'as encouragée de nouveau de croire à ce que j'ai envie de faire et de comment j'ai envie de le faire. Et voilà. Et en partant le soir, elle me dit bon, je vais relire le livre. Donc c'était marrant parce qu'il y avait il y a ce dialogue. Je sais pas, je suis sûre qu'on va encore y revenir, mais ouais. Mais c'est le statut de l'antre, parce que les choses elles sont comme ça ou comme ça, mais elles ne peuvent pas être comme ça et comme ça. Donc, quand on invite les gens, les autres, à élargir, à ouvrir, l'inquiétude, enfin voilà, c'est ouverture et inquiétude. J'ai noté ouverture et inquiétude, c'est deux ingrédients qui sont bien présents. Je sais pas jusqu'à quelle heure on a. 10 millions, c'est dit, dans le cas. D'accord, un petit peu de temps. Vous avez peut-être quelques... Oui, une intervention sur le début de ce que vous disiez sur le respect, en fait, la photographie et le respect. Au ZKM, à Karlsruhe, j'ai vu dans l'exposition globale Activis le travail d'un photographe belge, peut-être que vous connaissez, ça peut se retrouver, qui est allé au Congo et dans la zone de guerre et dans les camps de réfugiés là-bas, dans une très grande misère, et on voyait effectivement ces gens, y compris des ONG, qui venaient se faire photographier, des Américaines qui sponsorisaient, etc., ils venaient se faire photographier avec le panneau de l'ONG et le fait qu'elles étaient contributeurs donateurs de cette ONG, par exemple. Et donc, il a fait un travail, du coup, ce qu'il a voulu faire, c'est aussi faire participer, expliquer à ces Africains qu'ils pouvaient devenir acteurs de leur propre histoire, et surtout qu'ils pouvaient se faire payer des photos, puisqu'ils faisaient interviewer des photographes, ils se faisaient payer $50 la photo de la misère, d'enfants mourant de faim, etc. Et donc, il leur
a montré comment photographier. Il a enseigné à photographier, mais avec des appareils pas jetables, en fait. Justement, pour leur montrer que vous pouvez aussi, et vous devriez vendre vos photos, si vous ne les vendez, enfin, et donc mettre dans les cases, voilà, des photos, etc. Bon, jusqu'où ça allait, il n'y a pas pu aller bien loin, vu l'environnement misérable dans lequel l'absence de moyens techniques, disons, on ne voit pas comment, au-delà de sa présence, cela pouvait se perdurer, mais il montrait un autre, l'action de quelqu'un d'autre qui était aussi là. C'était des initiatives complètement individuelles, mais qui montraient quand même que, voilà, des aventuriers, de la résistance dans ces contextes. C'est juste alimenter un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire la difficulté, effectivement, pour que les gens prennent en charge leur histoire, comme c'est compliqué finalement les stratégies pour les amener à se positionner. Je reviens de l'âge. Oui, tu l'as vu? Non, mais je vois. Tu sais qui c'est? Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Moi, c'est vrai que ça me frappe toujours ce genre de bonnes intentions. C'est pas du tout la même démarche, là, en France. Et ça me donne un peu toujours quand on pense ça. Amener les gens à parler d'eux-mêmes. Je comprends que ça t'est intéressé, mais pour ma part, c'est très discutable ce genre d'attitude de la part justement de ces parents. Oui, c'est provoquant, c'est provoquant parce que. C'est une histoire de pensée finalement. Mais je ne suis pas du tout sûre. Enfin, moi, je suis très critique par rapport à ça. Et je pense que. Il est provoquant en ce sens, il est d'autant plus provoquant qu'il fait transporter à travers la Beauce par les Africains du matériel photo sur la tête, comme traditionnellement, c'est-à-dire qu'il se met en scène finalement lui-même comme un négrier, voilà. Et voilà, et à la fin, il réalise une sorte d'œuvre avec de néons qu'il lance sur le fleuve. Quoi. Il y a une sorte de provocation artistique là-dedans, mais ceci dit, il témoigne quand même de la difficulté même à travers ce qu'il fait, de la difficulté même, et questionne. Quoi. Voilà, c'est la provocation, mais il y a un questionnement. Il questionne aussi qui fait l'histoire et qui fait le témoignage, surtout je. C'est sûr, on revient sur la question du montage, c'est-à-dire qu'il interviewe des gens qui sont dans une cabane avec 3 branches en leur disant quelle a été votre journée aujourd'hui. Il leur fait décrire. Mais il suit quand même il fait quand même des petites biographies des gens qui interviewent. Mais bon, jusqu'où est-ce que c'est vrai, c'est toute la question du montage. Ouais, je pense que, je suis assez, je partage assez votre point de vue à ce sujet-là. Je suis allé voir l'exposition, vous savez, à Bayeux, des photographes de guerre, tout ça, je ne comprends pas très bien. Là, c'est pas mon histoire. Je pense que tout cinéaste, tout photographe qui expose, ou qui, d'une manière ou d'une autre, tout réalisateur sonore fabrique un spectateur ou un auditeur. Il fabrique. Et par exemple, on pourrait dire par exemple que tout le cinéma hollywoodien, c'est pour de type hollywoodien, ce serait pour que la force de travail se repose, que les gens, les travailleurs se reposent, quoi, mais ne réfléchissent pas. Et on le met dans des situations où il peut se retrouver cadré, il n'y a pas de problème, ça marche, tous ces espèces des fantasmes, tout ça, ça marche très bien, on se repose, et puis ça marche aussi, on aime bien aussi ça. Et puis il y a plusieurs types de... Et je trouve que là, ici, je dirais que l'œuvre pose question, mais de véritables questions, avec une grande liberté, mais très humaine. Voilà. Ça, c'est ce que je veux. Très humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des choses déjà bien établies où on peut réveiller par la provocation la haine ou je ne sais quoi, ou des choses comme ça. Mais
Mais on est là, véritablement, les auteurs, je m'exprime assez mal, parce que c'est pas très simple. Les auteurs prennent en compte un spectateur fondamentalement sensible, intelligent. Vous voyez? Et ce qui fait que la narration qu'elle propose, à travers tout ça, pose question, incite à la réflexion, et c'est cette réflexion-là qui devient fiction, narration. C'est véritablement ça. On ne ressort pas de cette exposition-là comme on était rentré, comme d'habitude, comme on fait aussi, mais on ressort très riche, plus riche, je trouve, personnellement. Ça, c'est ce que j'ai vécu à travers le livre de terrain. Vous avez aussi abordé quelque chose tout à l'heure, et je pense que ça, c'est, je ne vais pas assez bien votre travail, vos œuvres, mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Vous n'avez pas mentionné la notion du vrai et du faux. Et effectivement, la part dans toute image, quelle qu'elle soit, et à la fois ce mélange très subtil entre fiction et document, pas seulement narration, fiction de manière générale, c'est-à-dire la narration, on n'est pas justement dans le discours obligatoirement historique, hein. Il y a la part vraiment de fiction. Et le véhicule le médium de la photographie est un médium absolument privilégié pour toucher à la fois à la fiction et au document. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit toutes les deux, sur ce qui serait de la part de la reconstitution, c'est-à-dire en fait aussi de la mise en scène, que ce soit aussi par des techniques comme cette technique d'effacement de scène de temps, je crois c'est la part fantastique de la photographie qui très souvent a pu être, en tout cas peut-être par rapport à la photographie du reportage, Paris du reportage de Pierre, a pu être mal comprise souvent dans le sens où on attendait de la photographie, notamment de la photographie frontale, la photographie qu'on appelait, la photographie devait être la réalité, quoi. Ça devait être la véracité, la réalité. Et en fait, comme vous le dites dans la photographie, je pense que tout le monde connaît de Robert Capa, etc., ce sont des reconstitutions, ou ce ne sont pas des reconstitutions, ce sont vraiment des mises en scène. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la réalité. On parle de la réalité ou on parle du réel? C'est deux notions qui sont subtiles. Et bon, alors, voilà, ça peut aller dans cette démarche-là. On est justement, quelqu'un a parlé de l'entre-deux, peu importe, il y a ce lien, cette compensation aussi du temps qui est rendu par ce principe de constitution d'un matériau qui est à la fois du document. Parce que le document, il n'a pas besoin d'être obligatoirement historique, daté, il est du document parce qu'il émane aussi une condensation de plusieurs générations. C'est très proche du langage aussi pour moi, des choses qu'on fait d'une manière orale. Il y a presque une tradition orale. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça très souvent. Et moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est une question un petit peu, je ne sais pas si on va imprégner votre travail, mais une question qui m'a intéressée, c'est qu'on parle toujours de l'identité. Alors moi, en tant qu'artiste, plasticienne, l'identité, c'est mon travail. C'est pas ce que je suis, je ne m'interroge pas trop. Mais justement, vous faites les deux. Et si j'ai une question un petit peu à travers ce travail que vous avez fait, vous vous immergez de nouveau, d'entendre plusieurs voix, on est tous soufflés par plusieurs voix, on porte tous des fantômes aussi en nous. Est-ce que ça a questionné quelque chose dans votre identité? Je ne sais pas, ça m'intéresse. Je ne sais pas si j'étais claire. Si, la question est claire. C'est difficile d'y répondre comme ça, je pense. Si tu veux répondre avant moi. Ça va renverser des choses. Par rapport à ma famille? Oui, ton identité. De faire ce travail? Oui. Non, pas par rapport à ma famille, non. Mais je pense que de m'immerger dans cette histoire, dans ce travail, c'est... Enfin, comme nous, notre maître mot là-dedans, c'était de... On écrivait avec Yasmine, ouvrir les fenêtres. Que rien ne soit dans des cases, enfin, que ce soit la forme que ça a pris, que ce soit ni pièce de théâtre, ni film, ni livre, enfin, que ce soit plein de choses à la fois. Et sur ces femmes qui sont ni libanaises, ni palestiniennes, ni... Enfin, qui sont tout, enfin, je veux dire, on peut rien mettre dans des cases dans tout ça. Et moi, je pense que c'est... Parce que ça a changé en moi, c'est de prendre conscience vraiment de ça, en fait. Qu'on ne peut pas mettre les choses dans des cases, ou qu'il ne faut pas.
En l'occurrence, la photographie n'arrête pas le temps, au contraire, elle le fait circuler. C'est ça qui est intéressant. Et toi, qu'est-ce que ça a changé à ton université? Ça l'embrouille encore plus. Ouais. Oui, déjà, enfin, bon, après c'est tout un autre sujet, mais je pense, oui, toute question d'identité pour moi est extrêmement complexe en fait. Et donc oui, c'est sûr que autant ce travail que d'autres travaux que j'ai faits, oui, rajoute, enfin, moi je dis, pour moi ce qui était vraiment intéressant dans cette expérience-là, que c'était une phase de travail tellement intense qui aboutit à quelque chose, et c'est sûr que c'est une reconfrontation condensée avec cette partie de ma famille en fait, et c'est évident que ça laisse une trace. Maintenant, laquelle c'est exactement, je pourrais pas le dire, mais c'est sûr que ça... Vous avez raison de dire que vous ne pouvez pas le dire, parce que je pense qu'en tant que photographe, artiste, c'est dans votre travail que ça va se voir. Oui, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là, je pense, que se vit le décalage dans une famille. Pas tant parce qu'il y a une question générationnelle ou quoi que ce soit, c'est quand on fait le choix de transformer les choses. Et l'interrogation qui je suis passe par la transformation, ce qui à la fois est vous et plus vous. Si vous le donnez aux autres, on va voir ça. Et c'est ça qui est à la fois un privilège, mais qui crée aussi, je pense, pour moi l'avoir vécu aussi, une séparation quand même. Je pense qu'on accentue tout en rejoignant cette histoire, en remettant les touches, vous en séparez d'autant plus. Ah oui, mais moi ça, je suis absolument d'accord, et je pense que vous l'avez bien vu d'une certaine... Pour moi, ce projet, ça, je peux le dire, ça a eu une fonction thérapeutique, quel soulagement. Enfin, quoi. J'ai mis en place quelque chose qui me permet aujourd'hui de respirer mieux, en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas terminé, le questionnement sur justement l'effet thérapeutique que peut avoir un tel travail, en fait. Et je pense pas seulement pour moi, en fait. Tout en restant hors case. Hors case. Ouais. Comme disait vous, moi j'ai tendance à penser que pour qu'il y ait thérapeutique, il faut que ça soit rangé dans des cases. Malgré ça, ça permet. C'est-à-dire, en fait, on se vit dans sa solitude plus. C'est-à-dire, il y a la famille, tout ça ne vient pas. La famille, les vivants, les morts, et les morts très mal les vivants très mal les morts, c'est hyper compliqué, les frontières, etc. Et en même temps, vous êtes deux, vous êtes seuls. Et c'est ça qui est la force. Ouais, tout à fait. J'ai cette caméra devant la nuit, c'est perturbant. Moi j'ai une question beaucoup plus terre à terre. Les sauterelles, est-ce que c'est la métaphore d'un événement historique que j'ignore, ou est-ce que ce sont des vraies sauterelles, ou alors est-ce que c'est votre part de poésie et que vous avez trafiqué la carte postale? Non, je pense que ça, on peut le dire. Voilà, je pense que c'est sur le seul document, je dirais que je... Oui, voilà, c'est le seul où aujourd'hui, je l'avouerai que c'est le seul document sur lequel on n'a rien fait, en fait. C'est le dos d'une carte postale, en fait. Une carte postale qui est une photo. Donc c'est ce genre de carte postale, non, qu'on faisait à l'époque dans les studios. Quand on faisait une photo, à l'arrière, ça avait l'imprimé d'une carte postale. Et c'est effectivement, je pense que un des seuls écrits qui reste de mon grand-père, donc il écrit à sa fiancée, et qu'effectivement il était dans le désert en train de combattre la plague des sauterelles. Et voilà, et ce qui nous avait particulièrement amusé, c'est vraiment l'usage du mot photo, non? Il dit un photo. Et donc, moi, je trouvais que ça disait vraiment beaucoup sur le rapport à la photographie, en fait, la relation qu'une personne a à la photo, et même que la présence de la photo à cette époque, dans cette société, etc. Et il y a quelque chose de très touchant et très riche, vraiment dans le minime détail, en fait. Moi, j'ai trouvé que ça introduisait beaucoup de poésie dans tout ça, parce que cette image de sauterelle, c'est tellement... Oui, tout à fait.
c'est biblique. Hein. Enfin, Personnellement, chez moi, j'ai été agressée par un nuage de sous-traite. Il y a ça aussi. Ça existe, hein. Oui. Il y a, je sais ça. Ouais, donc ça, c'est pas quelque chose qui nous paraît sur poétique, monsieur. Ouais, ça, quand même. Ça Existant, réel. Mais c'est le montage, c'est l'exposition de cette carte postale, l'écriture à sa fiancée qui est poétique. Le placement dans le bouquin, dans le livre, c'est le début, c'est le tout début, la première image, c'est ça. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, pas pu dire, vous avez senti qu'il y a un truc qui manque? Oui, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais heureusement on a encore l'après-midi, donc je pense que pour l'instant ça va. Mais qui n'est pas dans le livre et qu'on aurait voulu mettre. Ouais, Ah, dans le livre, je pensais maintenant. Là. Non. Ouais, je pense que... Dieu est lié, ça c'est clair, vous l'avez pas oublié, mais est-ce qu'il y a autre chose qui aurait pu être un personnage, le résultat de tout ça, et qui n'apparaît pas, un absent finalement? Est-ce qu'il y a un absent dans toute cette histoire qui relie les généalogies? En même temps, je sais pas, mais je pense que quand on fait un travail, il y a toujours un... You must kill your darlings, il y a toujours des chéris qu'on est obligé d'exclure, des choses qu'on chérit, qu'on est obligé de sortir du projet pour qu'on puisse maintenir quand même un chemin de sens. Mais en particulier, je ne saurais pas dire quoi. C'est évident que je pense qu'il y a plein de choses qui n'y sont pas et qu'on a dû faire des choix qui nous ont presque fait mal, en fait, disons. Mais bon, ce qui est chouette, c'est que justement, ce qui reste, c'est une envie de continuer à travailler, voilà. Je ne sais pas si on aura l'occasion de continuer à travailler sur ces personnages ou un de ces personnages, mais dans l'idéal, un jour, c'est ce qu'on aimerait faire. Continuer à travailler, je ne dis pas sur ces personnages, et donc c'est ça qui reste finalement, même ce qui manque. Comment vous vivez votre relation de travail? Enfin, parce que... Non, oui, mais voilà, c'est ça qui passe. C'est une relation miroir. Vous renvoyez comme ça les choses. Vous êtes votre interlocuteur privilégié, ou toutes les deux vous avez encore une autre adresse. Comment ça se passe? Pas miroir en tout cas, parce que je pense qu'on n'est pas du tout le même genre de caractère, mais beaucoup dans l'échange, en tout cas. Je pense que dès que l'une lit quelque chose qui intéresse, qui pense pour intéresser l'autre, communique, sur laquelle l'autre rebondit, donc même quand on ne travaille pas ensemble, on continue à travailler sans... Même quand vous travaillez ensemble, même quand vous faites entre votre travail, chacune séparément. Parce qu'il y a le travail chacune séparément. Elles habitent loin l'une de l'autre. Oui. Hein? Oui, non, mais le binôme, c'est très facile. Enfin, j'ai dit binôme, mais c'est dans le travail, c'est quelque chose de très fascinant. Et c'est surtout fascinant de voir la survie des couples. Parce que très souvent, à un moment donné, voilà, c'est compliqué. Pour nous, ça semble une évidence. On voit deux personnes, on voit un travail, et en même temps, c'est complexe. Aussi, ça vous donne l'impression de l'avenir. Comment ça va? Là, vous avez réglé pas mal de comptes ensemble. Enfin, comptes dans ce travail. Est-ce qu'il y a d'autres projets ensemble? Pas de projet concret en fait, c'est ce que je disais. Disons qu'on nous a beaucoup posé la question, enfin, dans l'absolu, on a envie de continuer à travailler ensemble et puis de toute façon on continue à s'échanger, on a ce dialogue qui est constant et puis bon, on a maintenant pas mal l'occasion aussi de voyager ensemble pour montrer ce travail ou faire des interventions, ce genre de choses. Donc dans l'absolu, oui. Après, on ne sait pas tout à fait quand ça va se passer parce qu'effectivement, il y a plein d'autres choses aussi à réussir à cadrer dans ces 24 heures qu'un jour. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ça qui rend les choses compliquées. Mais enfin, moi, j'ai confiance que viendra le jour où on aura le temps, l'espace, parce que l'envie est là, en fait. Donc, voilà, ça. Qu'est-ce que tu veux? Non.